Развитие, perspective, exchange, territory, participation, Entwicklung, conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Citoyenne, l'émission proposée par le Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors notre invité d'aujourd'hui n'est pas nantais, ni même français, mais belge, et pour tout dire européen. Il s'agit de David Engels. Bonjour David Engels. Merci pour l'invitation de parler à vous. Il vient de publier Le Déclin, alors un livre qui est tout à fait original, dans lequel il compare la situation actuelle de l'Union européenne à celle de la République romaine, juste avant l'Empire. Donc David Engels est à Bruxelles et nous allons converser par téléphone. Alors Philippe Audic est également avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc Philippe, je le rappelle, est le président du Conseil de développement. Donc comme d'habitude, vous intervenez quand vous voulez Philippe. Alors d'abord quelques mots sur vous. David Engels, vous avez 33 ans et vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles, titulaire de la chaire d'histoire du monde romain. Et vous êtes aussi directeur de la revue Latomus, qui est une revue d'études latines. Et compte tenu de votre âge, vous avez un parcours d'historien qu'on peut déjà qualifier de brillant. Alors, nous sommes sur une radio à vocation européenne, ici à Radio Nantes, et votre livre tombe à pic, à la fois parce que l'Union européenne n'est pas vraiment au mieux de sa forme, et parce que vous livrez, vous, une leçon d'histoire qui est assez originale. Alors, habituellement, dans les conversations de comptoir, il y a toujours quelqu'un pour comparer la situation contemporaine à la décadence de l'Empire romain. On a tous entendu ça, au bar, mon pauvre monsieur, c'est la chute de l'Empire romain. Et vous dites, mais non, pas du tout. En fait, c'est pas la fin de l'Empire romain, ça ressemble plutôt à son début. Et si l'on doit faire des comparaisons historiques, il faut plutôt se référer à la fin de la République romaine, juste avant que commence un empire qui a été effectivement plus autoritaire. Alors, votre livre est ainsi consacré aux analogies historiques entre la période actuelle et la fin de la République romaine, et vous tentez d'éclairer la crise européenne à la lumière de l'histoire ancienne. Alors, ma première question aura trait à un petit rappel historique pour situer la fin de la Rome républicaine, pour les auditeurs qui ne sont pas forcément férus d'histoire romaine. Et est-ce qu'on peut dire que la série télévisée Rome, avec ses limites historiques, décrit à peu près cette période? Oui, si on veut. Oui. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette série que j'ai regardée avec grand plaisir. Mais il y a là, évidemment, un certain degré de personnalisation d'événements historiques qui rend la série, je dirais, assez simplifiée par rapport aux véritables problèmes sociaux, culturels, politiques qui sous-tendaient l'époque dont on parle, donc la fin de la République romaine. Au fond, s'il fallait résumer, je dirais en gros, en quelques mots, les enjeux principaux de la fin de cette République romaine au 1er siècle avant notre ère, donc grosso modo l'époque de Cicéron, on connaît encore bien de l'école, c'est surtout que c'est une crise politique profonde qui va à un écart de plus en plus grand, je dirais, entre les lecteurs, entre les citoyens romains normaux et les élites. Alors que les deux fonctionnaient encore, je dirais, plus ou moins en accord, au 3e et en partie aussi au 2e siècle, il y a avec l'agrandissement de l'Empire romain et le fait qu'il devient aussi de plus en plus complexe à gérer, vraiment l'émergence d'une élite politique de plus en plus fermée sur elle-même, en partie technocratique, en partie même aristocratique. Donc le citoyen romain a de plus en plus l'impression que s'il vote ou s'il vote pas, que c'est un peu pour la même chose, que de toute façon c'est toujours les mêmes qui gouvernent. Donc il y a une certaine grogne aussi qui se lève au milieu du peuple romain face aussi à cette situation qui stagne de plus en plus, parce que les problèmes auxquels doit faire face l'État romain sont devenus tellement complexes qu'une réforme ne peut être qu'une réforme tout à fait fondamentale à laquelle cette élite gouvernementale n'est pas vraiment prête de faire face. Et donc cette situation dure un certain nombre de temps, de décennies, devient de plus en plus difficile à gérer. Il y a l'émergence notamment du parti des populares, si on veut, c'est un peu, si je simplifie très fort, les populistes actuels, avec tout un programme social assez démagogique d'ailleurs qu'il sous-tend. Et toute cette crise finalement aboutit dans quelques décennies aussi de guerre civile entre les différents partis, dont émerge donc finalement l'empire des Césars, avec d'abord César et puis surtout évidemment le personnage central d'Auguste. Et ce qui est intéressant dans Auguste, et ça je dirais peut-être encore pour
pour rendre plus clair cette époque-là, et aussi ma notion d'empire, c'est que l'empire augustéen est évidemment basé aussi en grande partie évidemment sur la puissance des légions qui sont loyaux à Auguste, mais représente surtout, je dirais, un genre de compromis entre ces deux tendances. D'un côté, le peuple qui est en besoin qui a besoin de l'impression de pouvoir influencer la politique par voie plus ou moins plébiscitaire d'un côté, et puis de l'autre côté, l'ancienne élite technocratique qui est maintenue en place par le régime augustéen. Donc le régime augustéen est en fait la structure qui permet justement l'élément qui permet justement à la République romaine de ne pas, je dirais, tomber en deux pièces presque et à réunir quand même à la fois les citoyens romains et l'élite habituelle. Mais cet exercice-là du comparatisme historique, est-ce qu'il n'a pas aussi quelques limites? Vous dites vous-même que penser le présent comme une époque de décadence, c'est aussi une constante de la perception historique. Est-ce que finalement les citoyens romains, ils n'étaient pas quand même un peu exotiques, non, par rapport à nous? Oui, c'est évidemment une bonne question. Tout d'abord, je dirais peut-être que je ne considère pas le présent comme une époque décadente. Je trouve que dans le mot décadent, il y a une certaine composante moralisante que moi, en tant qu'historien, je préfère ne pas appliquer. Chaque époque historique a quelque part sa valeur universelle. Mais oui, effectivement, les Romains peuvent nous paraître assez exotiques. Et moi, je serais le premier à souligner le fait que Rome et la Grèce ne sont pas nécessairement nos racines culturelles, que notre culture occidentale est quelque chose d'assez différent. Mais dans l'histoire de l'Antiquité romaine, tout comme d'ailleurs dans l'histoire de l'islam classique, il y a certaines époques quand même qui peuvent sembler extrêmement modernes. Ici maintenant, on lit par exemple une lettre de Cicéron, on a vraiment l'impression de lire le texte d'un homme avec lequel on pourrait converser sans aucun problème au niveau de son éveil intellectuel et de sa capacité à réfléchir et à voir les problèmes d'une façon tout à fait rationnelle, ce qu'on n'aurait probablement pas en lisant par exemple la lettre d'un personnage du Moyen-Âge. Donc le problème est évidemment un problème réel, en quoi le comparatisme historique est permis. C'est sûr que c'est un exercice qui a été fait depuis des siècles et des siècles, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être ponctuellement quand même juste, comme l'a bien expliqué aussi Machiavel. Et moi je dirais que ce comparatisme chez moi va encore plus loin que cette comparaison ponctuelle du monde gréco-romain de la fin de la République et de l'Union européenne. Pour moi, la plupart des grandes cultures humaines, la culture chinoise, indienne, musulmane, classique, égyptienne et tout ça, peuvent être à mon avis comparées parce qu'ils suivent un certain nombre d'événements morphologiques tout à fait comparables. Et donc au fond, ce que moi je fais, ce n'est que le pic de l'iceberg, c'est-à-dire de comparer un peu le stade final de cette culture gréco-romaine avec ce que je considère aussi tout doucement le stade final de notre culture occidentale européenne. Mais avant qu'on en vienne aux analogies historiques que vous faites tout au long de votre ouvrage, vous dites que la crise européenne aujourd'hui, en fait, on est davantage dans une crise d'identité que dans une crise économique. Cette identité européenne, elle a existé. C'était quoi? C'était Charlemagne ou Charles Quint ou... Oui, c'est évidemment une très bonne question à laquelle on peut difficilement répondre en quelques instants. Moi, je sors justement d'un colloque parisien qui avait lieu avant-hier, qui était aussi dédié à cette question-là et qui montre évidemment comme c'est difficile d'y répondre. Mais oui, je crois qu'une identité européenne a existé et existe toujours. Mais le problème, c'est évidemment de la reconnaître et surtout de l'assumer. Et là, et pour ça, il faut dire qu'évidemment, la vision actuelle de l'Europe est fort anachronique. Elle se veut la vision d'une Europe nouvelle, garante de paix et en contradiction apparente, évidemment, avec les 1000 ans d'histoire qu'il y avait avant. C'est évidemment une vision tout à fait anachronique, mais qui se comprend par le traumatisme des guerres sociales, la décolonisation et tout ça, et qui veut donc bien faire, au fond, qui veut se détacher des différentes idéologies traditionnelles qui ont régné avant. C'est quelque chose qui a rendu possible l'Union européenne, mais c'est évidemment assez naïf et anachronique parce que ça nous détache, nous, à la fois les citoyens, mais aussi eux, les politiciens,
de la légitimité, de la continuité historique, qui est évidemment pour eux très difficile à assumer, car si on réfléchit quels sont les facteurs véritables de cette identité européenne, il y a évidemment d'abord une certaine expérience historique partagée entre peuples européens. Tous les peuples européens du Portugal jusqu'en Russie ont traversé des phases de féodalisme, de renaissance, de l'époque des Lumières, de l'industrialisation, de la modernité, tout à fait différemment du reste du monde. Donc ça on le partage, ça c'est inscrit dans nos gènes quelque part, ce souvenir collectif. Puis il y a évidemment aussi le christianisme, et même si en France presque encore plus que dans le reste du monde on parle beaucoup de laïcité et tout ça, toute notre culture occidentale est quand même imprégnée d'éléments chrétiens, si on le veut ou non, et à mon avis le christianisme deviendra d'ailleurs de plus en plus un facteur important dans notre définition d'identité à fur et à mesure que s'accroît l'opposition à l'islam, à la fois les pays musulmans qui contrôlent évidemment nos ressources primaires, mais aussi par rapport à l'immigration musulmane interne, par rapport à laquelle il faut se positionner et qui amènera nécessairement une définition assez chrétienne culturelle, je ne parle pas de l'aspect spirituel de notre identité, et puis finalement comme troisième élément d'une identité européenne qui existe certainement, c'est ce que nous partageons tous, c'est cette volonté un peu abstraite de tendre vers l'horizon, de se dépasser soi-même, cette devise de Charles Quint, plus ultra, toujours plus loin, si on le veut. Et à la fois, cette identité européenne, quand on en parle, ça paraît bien abstrait, mais je vous assure, il suffit de mettre dans un bus de vacances un Français, un Allemand, un Italien, et les envoyer quelque part en Chine, et là vous verrez subitement qu'ils parleront de nous les Européens. C'est un peu le problème aussi des personnages qui vivent peut-être dans un village au milieu d'un grand pays comme la France et pour qui peut-être l'identité française est très abstraite parce qu'ils la partagent tous, alors qu'ils voient peut-être la différence d'une région, d'un village à l'autre comme beaucoup plus marquée. Il suffit de les amener quelque part en Pologne ou en Angleterre pour que subitement ils savent ce que c'est véritablement d'être français. La même chose compte à mon avis aussi pour l'identité européenne. Sur ce point, Philippe, vous avez une question ? Alors moi, ma question m'amène à revenir un peu sur le comparatisme historique. Il me semble qu'il y a quand même une différence, enfin en tout cas j'en vois une fondamentale entre cette époque de la République romaine tardive et notre époque, c'est la question économique. Alors je ne parle pas de crise économique. Il me semble qu'un des éléments fondateurs de l'Union européenne, c'est aussi le rapport de force entre des acteurs économiques et des acteurs politiques. Et aujourd'hui, on est dans un monde où certains acteurs économiques, certains groupes, pour dire les choses très clairement, sont quelquefois plus puissants que certains États. Et donc, est-ce que cet aspect-là est un aspect qu'on retrouvait aussi au niveau de la République romaine tardive? Parce que j'ai pas retrouvé ça dans vos indicateurs comparatifs qu'on va évoquer évidemment par la suite. Oui, merci pour cette question qui est évidemment très, très importante. Et c'est vrai que dans mon livre, je n'en parle que d'une manière assez secondaire, je crois, dans mon chapitre sur le matérialisme ou autre chose. C'est parce que ça ne se mettait pas très bien en tant qu'indicateur d'identité tel que l'identité était définie par l'Union européenne ou par les statistiques que j'ai utilisées. Mais effectivement, cette analogie, elle est là aussi. Le monde économique joue un rôle primordial à la fin de la République tardive. Tous les grands acteurs politiques, d'une façon ou d'une autre, sont mêlés à ce monde, sont partie des banquiers ou des bandes de banquiers. Pensez à Cicéron qui a fait une fortune immense. Pensez à Crassus qui dit que de toute façon, ça ne vaut pas la peine de faire de la politique si on n'a pas l'argent, au moins de pouvoir financer soi-même au moins une légion sans problème. Il y a vraiment des intérêts tout à fait massifs, et quand vous passez au crible les discours de Cicéron, vous voyez que partout l'intérêt principal que défend l'Empire romain dans ses différentes provinces, c'est surtout l'intérêt des riches banquiers italiques qui à la fois organisent le système de fiscalité dans les provinces, mais qui
sont souvent aussi les créanciers des grandes villes hellénistiques. Et donc il y a, je dirais qu'il est tout à fait impossible même de comprendre la politique interne de l'Empire romain au 1er siècle sans vraiment comprendre les enjeux économiques. En plus, il s'agit aussi dans la Méditerranée gréco-romaine d'un monde profondément mondialisé déjà avant l'heure, et les gens se rendaient compte aussi. Il y a des belles citations de Cicéron, de nouveau, qui est évidemment notre témoin principal, et qui dit clairement que une crise économique au fin fond de l'Empire affecte immédiatement le secteur bancaire romain, et que c'est justement aussi une des raisons pour maintenir à la fois le système provincial, mais aussi pour concevoir une attitude plus ou moins homogène par rapport aux provinces, afin de sauvegarder justement les intérêts aussi de la place boursière qu'est Rome. Merci. Alors dans votre livre, David Engels, vous passez en revue un certain nombre d'indicateurs, il y en a 12, pour lesquels vous établissez des analogies historiques entre les deux époques. Alors évidemment, on ne peut pas les évoquer tous en détail, c'est l'objet de votre ouvrage, mais quels sont selon vous ceux pour lesquels l'analogie historique est la plus flagrante ? C'est évidemment très difficile à dire, parce que d'une certaine manière, ces 12 indicateurs dépendent aussi très fortement l'un des autres. Si je devais résumer quand même en quelques mots, je dirais d'abord qu'il y a l'aspect culturel qui est très semblable. J'évoquais déjà le phénomène de mondialisation de la Méditerranée gréco-romaine qui produit évidemment un syncrétisme culturel et un multiculturalisme tout à fait marqué dans la ville de Rome, qui connaît aussi en même temps, c'est l'autre facette évidemment de la mondialisation, une immigration tout à fait spectaculaire, et dont se plaignait grand nombre de contemporains qui avaient peur justement qu'à la fois l'identité romaine, mais aussi tout simplement le poids démographique romain n'allait pas décroître tout à fait par rapport à ça. Et puis il y a l'aspect démographique qui lui aussi est tout à fait semblable. La population romaine, de Romains de souche, décroît d'année en année, tandis que celle des immigrés, des esclaves affranchis, tout ça s'accroît de plus en plus, de manière vraiment à poser un problème majeur de survie de l'élite et aussi évidemment des soldats romains. Puis il y a l'aspect, je dirais, matériel. Là aussi, on vit dans une culture de plus en plus matérialiste, axée sur, comme tout le monde le sait, sur le pain et les jeux. Et là, évidemment, il y a une analogie tout à fait fondamentale avec notre époque aussi, qui devient, au fond, totalement déspiritualisée, si on peut le dire, et qui voit donc des phénomènes aussi importants aussi que ce clivage social, financier qu'on constate entre les couches de plus en plus pauvres de la population et les happy few qui s'enrichissent de plus en plus. Ça, c'est un phénomène qu'on voit à Rome aussi. Rome qui connaît aussi tout un phénomène d'assistanat social tout à fait comparable avec nos systèmes de protection des chômeurs. Et puis, surtout, et c'est ça évidemment qui est le facteur décisif dans la chute de la République romaine, il y a le déclin de la démocratie, ou en tout cas d'un certain système républicain, avec d'un côté une attitude de plus en plus apolitique des citoyens qui vont plus voter, d'un autre côté aussi la prise de pouvoir par une élite, comme je disais, aristocratique et en partie aussi technocratique qui prend le pouvoir et qui n'arrive pas à l'exercer dans la longue durée de façon satisfaisante, ce qui provoquera à la longue le mécontentement de la population, l'appel à l'ordre, la volonté d'établir un système plus sécuritaire, même si ça implique la perte de libertés individuelles, et qui amènera alors, d'une façon tout à fait inévitable, le système impérial d'Auguste. L'assistance sociale, c'est quoi? C'est par exemple les distributions de blé? Enfin, c'est ça, tout à fait. On voit très bien dans la série Rome d'ailleurs. Mais... Oui, absolument. Oui, c'est sûr que, et c'est là évidemment les limites aussi de l'analogie. Je serai le dernier maintenant à dire que les Romains connaissaient aussi Internet, ce genre de choses-là. Donc il y a des différences évidemment dans le fonctionnement technique de la société, mais on voit que les réponses sont très semblables que les nôtres aux différentes problèmes qui se posent. Et donc à Rome, effectivement, il y a dans cette ville immense qui compte 1 million d'habitants à cette époque-là, donc un nombre de population que Rome a seulement atteint au XXe siècle de nouveau, au XIXe siècle, compte un grand nombre de ce qu'on appellerait des chômeurs, donc des gens qui ont fui les champs, qui ont perdu leur propre
qualité, qui vivent d'une façon tout à fait instable dans cette capitale gigantesque et qui sont donc nourris d'abord avec du blé distribué à un prix un peu réduit et puis finalement alors par des distributions gratuites de pain. Et il y a évidemment aussi des discussions là-dessus, déjà dans l'Antiquité. Toute la discussion sur l'assistanat social a été déjà faite au 1er siècle avant notre ère, notamment de nouveau dans des lettres de Cicéron, et notamment les critiques aussi qu'une grande partie du budget de l'Empire romain partait justement dans ces distributions de vivres afin de garder au moins un certain calme social à l'intérieur de la métropole. Philippe, vous avez une question ? Oui, vous avez évoqué dans vos indicateurs évidemment la question de la démocratie et de la participation des citoyens. Et le parallèle que vous faites effectivement entre les deux périodes est tout à fait frappant. Nous sommes des représentants de citoyens puisque on anime un conseil de développement dans notre organisation. Il s'agit d'un conseil de citoyens pour le territoire de notre agglomération. Et donc la question de la démocratie et de la participation politique, les questions de l'abstention que vous avez évoquées, la question de la technocratie également nous intéresse au premier chef. Alors est-ce que vous pouvez peut-être développer un peu ce parallèle que vous faites et en particulier peut-être l'importance qu'a cette question-là dans l'émergence de l'Empire romain? Oui, en tout cas je peux essayer parce que la question est évidemment très difficile. Donc, je dirais qu'en tout cas dans l'Empire, enfin vers la fin de la République romaine, le pouvoir le problème est double, ou même triple, je dirais. Le pouvoir d'un côté se concentre de plus en plus dans les mains de ce qu'on appelle la nobilitas, c'est-à-dire les grandes familles sénatoriales, qui profitent aussi de leur autorité, aussi de leurs revenus, de leurs traditions, pour dominer, je dirais systématiquement, toutes les magistratures. Ça c'est un élément. Un deuxième, et qui constitue une véritable aristocratie, mais qui est aussi un régime technocratique, car il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, l'exercice du pouvoir dépendait surtout des relations privilégiées qu'entretenaient certaines grandes familles avec, par exemple, des villes dans l'Empire, avec des provinces, avec certaines fonctions, avec des corps d'armée, ou autre chose. Donc c'était un pouvoir aussi en partie technocratique. Puis il y a un deuxième aspect qui est souvent oublié dans l'histoire romaine, mais qu'il existait, même d'une façon un peu embryonnaire, une bureaucratie républicaine, donc à l'intérieur de la capitale, et on sait quand même grâce à certaines sources que cette bureaucratie avait tendance de plus en plus à faire un peu sa propre politique et à ignorer je dirais, les indications que lui donnaient les différents magistrats. Il faut savoir qu'à Rome, un magistrat était en place pendant 1 an, ce qui suffisait évidemment à peine pour lui d'apprendre des rudiments de base du métier qu'il devait exercer, tandis que les différents personnages bureaucratiques étaient généralement là à durée de vie. Donc là aussi, il y a l'émergence, je dirais, d'une certaine technocratie qui se détache graduellement de l'élément politique. Et puis le troisième élément là-dedans, c'est surtout l'émergence des grandes figures militaires, des grands spécialistes, je dirais, militaires, dont l'État peut se passer de moins en moins. Là, je pense évidemment surtout à quelqu'un comme Pompée qui fait sa carrière politique en tant que spécialiste militaire, parce que tout simplement il s'est bien organisé, ses différentes campagnes, et qui devient un personnage tout à fait incontournable, qui monopolise de plus en plus de pouvoir, pas par voie nécessairement démocratique, mais tout simplement parce que il est bien installé, il a l'allégeance de ses troupes, et il a fait il a eu du succès militaire. Donc il y a ces 3 facteurs-là qui montrent que la République romaine, qui à l'origine était quand même, je dirais pas démocratique parce que ça ce serait anachronique, mais qui permettait aux citoyens d'influencer fortement la politique, qui se détache de plus en plus de la volonté de l'électeur et produit donc ainsi cette opposition d'un côté, cette opposition qui vote donc pour des partis populaires, et puis d'un autre côté aussi un certain apolitisme qui au fond qui peut bien survivre avec n'importe quel système tant qu'on lui assure ce qui est le plus important pour lui, le pain et les jeux.
Et cette nouvelle noblesse impériale, c'est quoi aujourd'hui? C'est la bureaucratie européenne? Ça, il faut évidemment voir dans le futur, hein, mais je dirais que oui, peut-être, oui. Il faut dire que moi j'ai un très très grand respect, et pas seulement parce que je travaille à Bruxelles, pour les différentes personnes qui travaillent au sein de l'administration européenne. Là, je ne parle pas du personnel politique, mais du personnel institutionnel. Ce sont, à mon avis, vraiment des gens de très grande intégrité, qui sont vraiment très 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 bien formés à ce qu'ils font, mais ils déplorent, comme j'ai appris quand même en parlant avec pas mal d'entre eux, qui déplorent deux faits. D'un côté, le fait que le domaine politique stagne, si on le veut, que cette attitude du compromis minimal dans lequel on survit de jour en jour seulement dans l'Union européenne ne leur permet pas d'avancer aussi loin qu'ils pourraient le faire. Et puis l'autre chose qu'ils déplorent surtout, c'est évidemment l'impression des grandes masses d'un vide démocratique et donc d'un vide aussi de légitimité de ces institutions. Et donc à mon avis, eux seraient les premiers, je dirais presque à souhaiter ce que j'appellerais une réforme impériale de ce système. Attention, quand je parle d'impérial, je ne parle pas nécessairement d'empereur, mais d'un régime conservateur et surtout efficace et assez centralisé. Eux seraient les premiers, je crois, à souhaiter cela, si ça peut leur conférer par le biais de cette nouvelle structure d'une légitimité populaire, qu'ils n'ont pas pour le moment à cause des nombreux défauts de notre système actuel. On va prendre une première pause musicale. Fréquence citoyenne.
Fréquence citoyenne. Alors toujours avec David Engels, à la fin de votre livre, vous quittez les habits de l'historien pour endosser la toge, le mot est de circonstance, du politique, et vous esquissez quand même quelques perspectives. Alors moi je ne vous perçois pas comme un eurosceptique, mais vous dessinez une alternative qui n'est pas forcément très très réjouissante, entre une Europe impériale et sinon une Europe qui imploserait. Il n'y a pas d'autre choix? Non. Très simplement, je crois que la crise actuelle elle est beaucoup trop importante pour pouvoir nous permettre de continuer la formation et la constitution de l'Union européenne telle qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire par tout petits pas. Il faut réagir vite si on attend encore trop longtemps, je dirais, comme on l'a fait maintenant, on va être tout simplement dépassé par l'ampleur des différents problèmes auxquels on doit faire face. Même la stagnation telle que ça se passe pour le moment implique quand même un recul tout doucement. Moi je crois qu'il n'y a vraiment que soit la fuite en avant ou alors le fait de continuer comme maintenant où à la longue l'Union européenne tombera tout doucement en pièces. C'est peut-être très difficile à concevoir pour les politiques habituelles, mais il faut dire qu'on a été un peu gâtés d'une certaine manière par les décennies qui nous ont tous formés, c'est-à-dire les décennies après la Deuxième Guerre mondiale. On a vécu, et ça on ne se le rend pas compte je crois généralement, on a vécu à l'ombre de ce conflit mondial entre le camp capitaliste et le camp communiste dans ces années de stagnation tout à fait artificielle où une véritable guerre ou un véritable conflit mondial était impensable parce qu'automatiquement ça aurait embrasé l'entièreté du globe. Et donc on a vécu dans une paix un petit peu artificielle qui combinée avec tous les bienfaits de la possibilité de pouvoir reconstruire le continent après les destructions de la Deuxième Guerre mondiale, nous ont donné l'impression qu'il était donc possible d'avancer par petits pas, que rien de grave pouvait arriver, qu'on avait toujours assez de temps finalement pour faire face aux défis. Ça a pu fonctionner dans ces quelques décennies extrêmement artificielles. Mais à mon avis, ce n'est pas la règle là de l'histoire mondiale, et depuis la chute du mur et l'émergence des autres superpuissances auxquelles personne n'avait pensé encore il y a 40 ans, la Chine, le Brésil, l'Inde, le monde musulman, il faut pouvoir réagir rapidement, d'autant plus que l'Union européenne, avec sa démographie en chute libre, avec le problème identitaire amené par l'immigration et le clivage social, a besoin de réponses rapidement, c'est-à-dire maintenant, sinon tout le système va vraiment exploser. Alors dans votre analyse et dans votre perspective de l'émergence d'une Europe impériale, vous mettez en cause le rôle des partis politiques actuels dans les différents pays, en considérant que finalement, d'une certaine manière, ils vont probablement disparaître, si j'ai bien compris votre analyse. Alors est-ce que l'émergence par exemple de Beppe Grillo en Italie, c'est un signe par rapport à cette mise en cause des partis classiques et traditionnels? Oui, tout à fait. Il y a le cas de Grillo qui est évidemment très révélateur des mécanismes qui pourront amener un changement radical de système. Mais le cas de Grillo existe évidemment déjà d'une manière embryonnaire dans tous les autres pays. Pensez aux indignés, pensez aux partis extrémistes qui existent un peu dans tous les pays. Il ne manque, à la fois dans les pays, mais surtout en Europe, il ne manque un personnage un peu charismatique, ou en tout cas une idéologie plus ou moins crédible, qui serait politiquement acceptable et qui ne serait pas lié à la tare politiquement incorrecte des extrémismes, pour pouvoir amener un peu partout des révolutions tout à fait paisibles. On l'a vu en Italie où subitement d'une élection à l'autre, tout un pays peut être lancé dans une crise politique profonde grâce à l'émergence de ce parti-là. Bon, là, il s'agit d'un mouvement essentiellement contestataire, essentiellement négatif, qui par-delà n'aura pas nécessairement un futur au long
terme, mais je ne doute pas que dans les prochaines années, on va voir l'émergence de partis véritablement européens qui seront organisés à une échelle européenne et qui apporteront donc des réponses beaucoup plus adéquates aux problèmes qu'on a, parce que les problèmes qu'elle en vit pour le moment ne peuvent plus être résolus au niveau national. Ce sont des problèmes qui doivent être résolus au niveau de l'Europe. Donc cette fiction de l'État-nation qui garde son destin en main est tout à fait anachronique et je dirais même irresponsable. C'est pour ça que je crois aussi que les grands partis actuels qui sont tellement impliqués dans le pouvoir et dans les institutions qui ne peuvent pas changer tout simplement d'idéologie ou de revenir à leurs véritables idéologies d'origine, vont trouver de moins en moins d'adhésion parce que le citoyen, l'électeur se rendra compte que les solutions qu'il propose deviennent tout simplement naïves et anachroniques et ne sont vraiment plus d'actualité. Alors est-ce que pour émerger finalement ces nouvelles personnalités charismatiques et ces nouveaux partis en quelque sorte ne vont pas devoir d'abord travailler sur les questions de sécurité et de liberté pour lesquelles vous faites d'ailleurs un parallèle, hein, bien sûr, entre les deux époques, et en même temps on voit aussi aujourd'hui contester un certain nombre de dispositions prises par des autorités politiques. Alors je pense évidemment à l'affaire Snowden et à l'affaire Wikileaks qui sont dans l'actualité aujourd'hui. Autrement dit, est-ce que à la fois il n'y a pas ce paradoxe d'une attente des populations et des peuples par rapport à la sécurité et à la liberté, et en même temps aujourd'hui des outils qui permettent de contester des orientations comme celle-là? Oui, tout à fait. Même si ce que je retiens surtout, même des mouvements qui s'adressent au trop peu de démocratie actuelle, c'est surtout une certaine contestation du régime actuel. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a cette ambivalence, mais qui montre aussi le peu d'adhésion que trouve encore le système démocratique actuel. Et la chose est évidemment la même aussi dans la République romaine. Hein. C'est cette ambiguïté entre une volonté de plus de sécurité et d'ordre d'un côté, mais d'un plus de démocratie. Et ce qui est très paradoxal dans la République romaine, et qui est aussi paradoxal maintenant chez nous, et qui préfigure ce qui va nous arriver, c'est que justement l'Empire, donc le Principat d'Auguste et l'Europe impériale que je prévois en analogie avec la Rome impériale, apportera justement aussi une solution assez double de ce phénomène-là. D'un côté, l'Empire romain est le garant de plus de sécurité, de plus d'ordre et tout ça, même si ça implique évidemment, ne nous faisons pas des illusions, une perte de liberté individuelle, mais qui à la fois se justifie, se légitime par une adhésion plébiscitaire. Hein, Auguste insiste très bien dans ses comptes rendus, par exemple, qu'il a rédigé à la fin de sa vie, que toutes les actions de sa politique ont trouvé un assentiment massif de la part de la population, qui voulait souvent qu'il aille encore plus loin, qu'il assume des choses comme la dictature, qu'il a toujours refusé. Il s'agit là évidemment d'une pure question de forme. Donc cette ambiguïté que vous soulignez justement se trouve aussi à Rome et trouvera une fois de plus aussi son compromis impérial, si on le veut, dans le régime impérial romain. Ça se voit dans les statistiques actuelles aussi. Hein, je veux dire, j'étais choqué moi-même de voir que 65% des Européens étaient d'accord de renoncer à une partie de leur liberté civique si cela pouvait leur apporter plus de justice, plus de sécurité et autre chose. Il n'y a eu que 29% qui ont voulu garder le système actuel. Donc ça montre vraiment un besoin de sécurité qui est tout à fait immense. Si on prend des exemples concrets, là, ce qui s'est passé à Chypre, c'est une préfiguration de cette Europe impériale ? Oui, tout à fait. Au niveau, évidemment, de son fonctionnement, je dirais, institutionnel à grande échelle, pas au niveau du citoyen. On voit bien que la crise chypriote, mais aussi la crise grecque, montre que l'évolution de l'Union européenne et de l'Empire romain, d'une certaine façon, sont assez semblables dans les conséquences vers où il se dirige. L'Empire romain, ça tout le monde le sait, et à ce moment-là me le reprochera probablement aussi dans sa tête. L'Empire romain, évidemment, était un empire
constituée par la conquête, tandis que tout le monde sait bien que l'Union européenne s'est faite par la libre adhésion des différents membres. Mais ce qui était intéressant, c'est que à la fois l'Empire romain, à fur et à mesure des siècles, évolue dans un sens assez fédératif, je dirais, où il y a même certaines provinces qui demandent l'adhésion à l'Empire romain, donc qui veulent abandonner leur autonomie pour rentrer dans les bienfaits d'une appartenance à l'Empire romain. Donc là, on voit déjà une similitude avec l'Union européenne, d'un sens. Et puis d'un autre côté, quand on pense à l'Union européenne, on voit que cette libre adhésion à l'Union européenne devient de plus en plus une fiction, car tout le monde le sait, le fait de sortir de l'euro, de sortir de l'Union européenne même, à ce stade-ci équivaudrait à un suicide économique. Et cela donne évidemment un poids massif aux institutions européennes qui peuvent jouer sur ce fait économique et qui, comme l'a montré la situation grecque ou chypriote, peuvent alors imposer aux gouvernements locaux des mesures qu'ils acceptent soit librement, ou soit s'ils n'acceptent pas, ils n'ont qu'à sortir de l'Union européenne et mourir tout gentiment dans leur coin. Donc on va vraiment bien la transformation graduelle de l'Union européenne d'une libre fédération en un système de plus en plus, je dirais, fort à ce niveau-là, et évidemment de plus en plus intransigeant avec les autonomies régionales. Donc une fois de plus, une analogie avec l'État romain. Dans cette Europe d'aujourd'hui, il y a déjà des personnages impériaux. Manuel Barroso, qui fait l'actualité en ce moment, c'est déjà un personnage impérial ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que pour le moment, dans le personnel politique, dans le personnel politique de l'Union européenne, qu'il y ait des personnages qui ont à la fois assez de charisme et surtout assez de légitimation au niveau européen global pour pouvoir endosser cette fonction-là. Donc, à mon avis, le personnage, d'ailleurs, il ne faut pas même supposer que ce que j'appelle Europe impériale implique nécessairement l'émergence d'un personnage vraiment appelé empereur ou autre chose. C'est tout à fait anachronique. On peut supposer aussi un groupe de personnages, un genre de junte ou un genre de couple comme Medvedev-Poutine, qui permettra de maintenir la fiction d'une constitution. Mais je crois que ces personnages charismatiques, en tout cas, ne viendront pas de l'intérieur du système, mais seront imposés au système par les lecteurs qui, comme dans la Rome républicaine, on a tout simplement marre du système établi et qui semble stagner et qui tout doucement amène à la fois l'Union européenne et ses citoyens vers la ruine totale. On va prendre une pause musicale. Fréquence citoyenne. We are diving in the water.
Fréquence citoyenne. Nous sommes toujours avec David Engels, avec qui nous discutons de l'analyse tout à fait intéressante qu'il fait entre la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. David Engels, vous êtes, vous, un enfant d'après la chute du mur de Berlin. Est-ce que, de votre point de vue, 1989 a été une occasion historique manquée pour l'Europe ? C'est difficile à dire. Je ne crois pas qu'on aurait pu faire vraiment différemment, en tout cas en 89. Il ne faut pas oublier que l'Union soviétique a quand même encore survécu, encore quelques années après, quand même jusqu'en 91. Je crois que l'occasion manquée, elle est surtout au début, et ça devient de plus en plus difficile de rattraper ce retard-là. L'Union européenne est surtout bâtie sur la peur des dirigeants, du patriotisme des citoyens, du patriotisme national qui a amené les 2 guerres mondiales et qui a amené 2 fois la ruine du continent. Et donc il faut vraiment savoir que les origines sont surtout marquées par une volonté à la fois de rendre chaque guerre future impossible par l'enchevêtrement économique et de fonder l'Union européenne sur des valeurs purement universalistes. Donc c'était ça la grande chance et le grand pari des premières années de l'Union européenne. Paris réussit, nous vivons quand même, heureusement, grâce à cela, désormais dans un continent largement unifié. Nous avons comme l'euro, qui est une très bonne chose pour la totalité de l'Europe, même si évidemment pour les citoyens, la situation a l'air un peu différente. Mais à la fois, c'est là aussi le talon d'Achille de l'Union européenne. C'est que l'Union européenne est entièrement basée sur une logique économique et sur des idéaux universalistes. Et là, en temps de crise économique, financière, comme celle dans laquelle nous vivons maintenant, nous voyons que le manquement d'une véritable adhésion des politiciens à des valeurs véritablement européennes et pas seulement universalistes manque tout à fait, et que donc le citoyen n'arrive pas à s'identifier, à développer une certaine loyauté par rapport à l'ensemble de cette Union européenne. Et donc c'est ça qui explique évidemment pourquoi l'Allemand se pose des questions, pourquoi il devrait financer le grec, qu'est-ce qui le réunit avec le grec, par exemple, ce genre de stéréotype, vu que jusqu'à maintenant on n'a pas essayé, on n'a pas réussi vraiment à faire comprendre qu'il s'agit du fait de partager un même destin, une même culture, et qu'il ne s'agit pas là uniquement des questions purement humanitaires ou de valeurs universalistes. Mais pour prolonger la question de Philippe là, sur la chute du mur de Berlin, est-ce que c'est quand même pas à ce moment-là qu'on a été finalement le plus incapable de répondre à la question, mais qui on est, nous les Européens ? Comment on peut se définir ? Je crois que la réponse qui nous sommes, elle est très simple. Nous sommes notre histoire. L'identité des Européens est l'histoire européenne. C'est la seule véritable réponse qu'on peut donner à cette question-là. Mais les autorités européennes politiquement correctes actuelles se refusent de donner évidemment cette histoire-là, ou cette réponse historique, parce qu'elle collide tout à fait avec les valeurs universelles que ces autorités-là défendent, et qui font en sorte que, quand vous lisez des descriptions des idéaux qui soi-disant définissent l'Europe, vous avez l'impression de lire la charte des Nations Unies, tellement il y a peu d'éléments véritablement européens là-dedans, à part évidemment la définition géographique. Et pourquoi est-ce difficile pour les élites politiques d'assumer l'histoire? Tout simplement parce que il y a, je dirais, 3 facteurs qui sont inacceptables pour eux, car jugés trop dangereux. Il y a d'abord la tradition de culpabilité, qui est très grande depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui alimente pas mal les réflexions de nos politiciens. Et puis il y a donc, comme je disais, il y a 3 facteurs importants. Il y a d'abord l'attitude par rapport au christianisme, en tout cas par rapport au christianisme culturel, qui est purement négative, et à partir du moment où les dirigeants accepteraient le fait que l'Union européenne est basée dans tous ses aspects, et même jusqu'aux extrêmes les plus grands de la laïcité,
sont quand même basés sur des réflexions et sur des réactions intellectuelles chrétiennes, bien assumer ce fait-là mettrait évidemment la plupart des Européens en opposition assez marquée avec l'immigration musulmane. Deuxième facteur, c'est l'acceptation aussi de notre passé et aussi de notre passé impérialiste. Tous les peuples du globe ont connu eu des phases impérialistes et il n'y a pas eu que des torts, il y a aussi des biens que cela a apporté. Pensez à l'impérialisme romain, pensez à la pacification de l'Asie par la Chine ou autre chose. Mais évidemment, si nous on acceptait ce passé au lieu de s'en excuser toujours et de dire que l'histoire européenne commence seulement en 1945, ben évidemment ça nous mettrait dans une attitude assez difficile par rapport aux pays anciennes colonies avec lesquels il faut travailler. Puis le troisième aspect est évidemment un aspect encore plus grave, c'est le refus d'un véritable patriotisme nationaliste européen qui n'existe pas et qu'on se refuse absolument de cultiver. Pourquoi ? Ben à partir de ce moment-là où on assumerait pleinement le fait que l'Europe d'abord, ensuite le reste du monde, forcerait évidemment nos élites à redéfinir leur position par rapport à des problèmes comme la délocalisation, le chômage, des éléments de ce style-là, la nécessité de défendre d'abord nos intérêts avant celles des autres peuples en dehors de l'Europe. Et il est sûr que ça mettrait aussi les politiciens en un conflit assez grand avec le monde économique. Donc, d'une certaine manière, pour les politiques actuels, leurs mains sont liées, ils se sont perdus d'une certaine manière dans ces valeurs universalistes qu'ils défendent et qui sous-tendent tout notre régime et notre situation politique actuelle, mais qui, curieusement, se mènent donc de plus en plus à l'absurde et qui sont au fond la raison idéologique de la crise dans laquelle nous vivons pour le moment. Est-ce que ces débats-là que vous évoquez ne se sont pas retrouvés justement dans d'autres débats qui étaient ceux de la préparation du préambule de la Constitution européenne, où on a même rayé la référence à l'Antiquité? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça se voit là-dedans. C'est évidemment, comme je disais, c'est trop dangereux pour la cohésion du système actuel. Il n'y a que c'est pour ça aussi que j'en arrive vraiment à une conclusion assez dichotomique dans mon travail. Soit on reste dans la logique du système dans lequel on se trouve maintenant et alors l'Union européenne se mènera à l'absurde, tout comme elle le fait maintenant, ou alors il faut essayer de faire autre chose, et je ne crois pas que cette réforme puisse venir vraiment de l'intérieur, parce que les bases idéologiques, les bases intellectuelles sont beaucoup trop balisées. On est soit dans une logique universaliste où on se dit, au fond, on ne travaille pas pour l'Union européenne, mais on travaille pour le monde dans son entièreté. C'est un peu ce qu'on fait pour le moment. Et alors, ça devient évidemment extrêmement difficile de faire face aux questions qu'on a maintenant. Ou alors, on se décide enfin à définir l'Union européenne comme véritablement européenne et pas universaliste, et alors là ça devrait évidemment amener un revirement total, non seulement de notre idéologie actuelle, mais aussi des institutions qui sont produites. D'ailleurs nous sommes presque les seuls, au fond, quand vous regardez dans le reste du monde, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, tous ces grands États, toutes ces grandes superpuissances ne sont pas du tout dans une logique universaliste, peut-être un petit peu à l'exception des États-Unis, mais pour les autres non. Et pour les autres, il y a une volonté très claire que d'abord c'est le développement de leur pays, le maintien de leur tradition culturelle. Et nous, au contraire, nous sommes encore en train de les féliciter pour ça, pour cela, et de dire dans notre correctitude politique que c'est très bien de maintenir ses propres intérêts culturels. Nous nous félicitons alors nous-mêmes de notre tolérance et nous continuons à démanteler notre propre position. Mais alors, comment vous voyez émerger ce nouvel empire, entre guillemets, bien sûr, européen? Qu'est-ce qui va, à un moment, déclencher ce processus? On ne va pas vous demander des dates. Pardon? On ne va pas vous demander déjà de prévoir des dates. Mais... Non, de toute façon, c'est très flou. Je veux dire, on parle là de quelques décennies à venir, mais je ne crois pas beaucoup plus. Ça dépend évidemment du problème de la crise actuelle, qui, à mon avis, va certainement encore s'approfondir, vu qu'il n'y a pas vraiment de raisons adéquates ou de solutions adéquates qui sont proposées. Et donc cette réforme, si on le veut, impériale, je ne crois pas qu'elle se fera comme dans l'Empire romain, par des guerres civiles ou autre chose, même si là aussi il faut dire que certains quartiers
déjà de fait presque dans des situations de guerre civile, mais plutôt interethnique qu'autre chose. Non, je crois que cette réforme se fera de manière électorale, constitutionnelle, par des événements comme ce qui s'est passé justement en Italie et ce qui se passera certainement de plus en plus dans d'autres pays, c'est-à-dire que les grands partis habituels qui deviennent donc de plus en plus, de moins en moins crédibles, vont perdre du terrain devant des forces indignées, extrémistes ou autre chose, et à partir du moment-là où ces contestataires-là vont pouvoir se forger une véritable idéologie alternative, je crois que là, les jours de notre, ou de ce qu'on appelle notre démocratie sont comptés. Il faut savoir que de toute manière, bon, nous vivons un peu dans l'illusion du politiquement correct d'être encore dans une démocratie, mais de fait, ce n'est plus le cas. Pensez au plébiscite répété qu'on a connu en Irlande et qui montre très clairement que nous vivons déjà maintenant dans un État dirigé, un État en partie aussi policier, quand vous pensez aux réactions face aux grandes manifestations, et surtout dans un État qui infantilise le citoyen et qui vit en permanence dans ce double langage qu'a connu Rome aussi, d'un côté de se légitimer d'une façon démocratique et de voir donc dans chaque élection qui se passe comme il le faut un genre d'acceptation et de couronnement du système. Mais à partir du moment où un vote ou une élection ne se passe pas exactement comme prévu, comme avec les minarets suisses ou comme avec les différents votes en Irlande par rapport à l'Europe, là subitement on dit qu'il faut éduquer le citoyen, on répète les plébiscites jusqu'au moment où ça tombe juste. Donc c'est vraiment un genre de double think ou de double speak à la George Orwell qui domine déjà maintenant notre système et qui fera que la transition vers une Europe impériale, dite impériale, ne se fera peut-être même pas remarquer comme un moins de démocratie, mais peut-être même comme un plus de démocratie par la possibilité plébiscitaire d'influencer ou d'influer activement sur la tête de l'État. Très bien. Eh bien, écoutez, merci David Engel. Cette heure de conversation a finalement passé très très vite avec vous. Hein. Alors pour les auditeurs qui voudraient aller un petit peu plus loin, je les invite à lire votre livre, Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. C'est paru aux éditions du Toucan et c'est vraiment un livre en tout cas très très original. En tout cas, merci à tous et continuez à écouter Radio Nantes. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Radio Nantes vous a présenté Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet eradionantes.eu.